Aujourd'hui, 3 mars, nous recevons le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, Monsieur Blaise Bazier, notre invité de ce matin. Ça sera tout à l'heure pour l'entretien du jour. Et aujourd'hui, pour l'information, nous serons avec Elhaj Amadi Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et pour la rubrique à la découverte de vous le savez, nous partons à la découverte notamment cette semaine d'un site. Comme vous le savez, chaque semaine, on part à la découverte d'un site touristique. Merci de votre fidélité. Et cette semaine, direction donc Wemtenga pour vous faire découvrir la rue Wemba Poko. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage du président de l'association Wendogo. Ça sera aussi dans un instant. Mais comment démarrer l'aventure? Bonjour le Faso sans dire bonjour à tous. Alors, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. C'est l'occasion encore pour nous de souhaiter bon mois de carême à tous les fidèles chrétiens et bon mois de jeûne également à tous les fidèles musulmans. Merci de votre fidélité et que Dieu vous accorde les grâces pour ce temps de carême béni. Merci de votre fidélité. On commence l'aventure à Wemtenga et on part pour à la découverte la rue Wemba Poko de Wemtenga. Oui, cette rue-là qui porte le nom de la Benjamin donc de Moronaba d'alors. Et nous vous avons conté son histoire hier. Mais qui de mieux pour nous parler de cette rue, pour nous parler de Wemba Poko que le président de l'association Wendogo de Wemtenga qui valorise notamment cette rue-là, mais qui valorise aussi la cour royale de Wemtenga. On va vous inviter à écouter le président de l'association et puis on revient. Je m'appelle Sandaro Henri Kabore. Je suis de Wemtenga, président de l'association Wemdo. Alors, nous sommes à Wemtenga, précisément sur la rue Wemba Poko. Wemba Poko fut la Benjamin du Moro Naba Oubri. Moro Naba Oubri, c'est le troisième empereur de Mossé et le fondateur du royaume de Ouagadougou. Alors, il a régné entre 1182 et 1244. C'est une longue histoire. Wemba Poko, comme je le disais, c'est la Benjamin du Moro Naba Oubri. Je disais également tantôt que le Moro Naba a régné entre 1182 et 1244. Ça fait 62 ans de règne. Alors, il a constaté à un certain moment, surtout à ces derniers moments, il a constaté que dans son royaume, les conflits étaient légion. Les gens, quand ils s'élèvent, entre eux, il n'y a pas d'entente. Entre communautés aussi, il y avait des problèmes. C'est ainsi que, dans le souci de léguer à son successeur un royaume de paix, le Moro Naba Oubri a réuni sa cour. Et ensemble, ils ont décidé de trouver quelqu'un qui va jouer au médiateur. Et la décision a été prise et que c'est son dernier enfant qui sera intronisé comme médiateur. Au finish, après le Moro Naba, alors on a constaté que c'était une fille, une femme qui était son dernier enfant. Et elle se prénommait Poko. Elle était déjà mariée, mais alors comme la décision a dit que c'est son dernier enfant, sans préciser le sexe, alors on a décidé de lui retirer de son mari et en retour on a trouvé une autre femme pour ce monsieur. Et on l'a intronisé comme tout dignitaire, comme médiateur du royaume Mossé. Il a été dit que à qui elle demande pardon, que la personne accepte. Que ce soit entre individus, entre collectivités et même jusqu'au roi. Personne n'avait le droit de refuser la demande de pardon de Wemba Poko. Alors, Wemba Poko, Wemba, selon certaines versions, c'est le fait qu'elle est revenue sur ses parents. Donc, c'est des déformations. Et c'est ce qui est devenu Wemba. Vous verrez que
dans certaines contrées, comme à Wayuya, alors toutes les filles de Wayuya qui reviennent en famille pour rendre visite à leurs parents sont aussi appelées Wemba. Donc c'est le sens de Wemba, c'est la fille qui a quitté son foyer et qui revient à domicile chez ses parents. Alors, on a juste retiré, on l'a retiré de son foyer pour la permettre d'être libre, pour pouvoir bien jouer le rôle de médiateur, pour qu'elle ne soit pas sous l'influence de quelqu'un. Vous savez qu'avant, si toi tu es femme, alors la femme, l'homme influence souvent. Et comme on veut qu'elle joue pleinement son rôle, il faut qu'elle jouisse d'une liberté. Et c'est ainsi que elle a été intronisée. On a construit un palais pour elle. Alors, quand les griots veulent louer le Wemba, on dit Païr Zemdoiri. Wemdoro, Patirinyongo. Ça veut dire que la cour d'une femme qui équivaut à celle d'un homme. Et ce n'est pas une cour qui a été construite à la hâte. Donc ça a été construit un vrai palais aussi. Et à partir de ce jour, elle était chargée de faire la médiation dans tout le royaume aussi. Dans tout le royaume. Et jusqu'au roi. Et si jamais tu refuses la demande de pardon, c'était considéré comme un sacrilège. Alors, le roi pouvait envoyer les guerriers. Si c'est entre collectivités, entre communautés, alors la partie qui a refusé la demande, alors on inflige une correction à ces gens pour qu'ils sachent que, alors, une fois qu'on te demande pardon, il faut accepter, sinon le malheur peut s'en suivre. Alors, donc, c'est à partir de là, alors, il y a eu des Wemba qui se sont succédés, aussi bien des hommes comme des femmes, qui ont tous été des Benjamins du Moro Naba. Alors, comme le Moro Naba continuait de faire ses conquêtes en son temps, au fur et à mesure que le royaume s'élargissait, alors il y a besoin d'installer aussi bien des guerriers autour de celui que le Moro Naba choisit comme chef de cette localité, et il faut aussi un système aussi pour la médiation. Donc on a fait appel à, souvent, s'il y a un Benjamin qui n'a pas été intronisé ou une Benjamine, on l'amène là-bas pour nommer Wemba. Alors, et jusqu'à un certain moment, bon, là où il y a eu des Wemba hommes, c'est devenu une famille de Wemba. Et c'est là, aujourd'hui, à partir de Moro Naba Zetro Bousma, est né Wemba Rare, qui a fondé le quartier, le village de Wemtenga de Ouagadougou, là où nous sommes actuellement. Sinon, depuis que le Moro Naba Oubri, qui a décidé de nommer le Wemba, c'était depuis le XIIe siècle. Et en ce moment, c'était toujours, le Moro Naba Oubri était toujours à Zignaré. Et les premiers Wemba, la première à être nommée était basée à Goué, dans la commune rurale de Lumbila. Aujourd'hui, comme le Moro Naba est à Ouagadougou, alors c'est le Wemba de Wemtenga de Ouagadougou qui est chargé de la médiation auprès de lui. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Sandaogo Henri Kabouré, qui est le président de l'association Wemdogo de Wemtenga, qui nous parlait de la rue Wemba Poko. Pour ce mois de mars, nous avons décidé de rendre hommage à Wemba Poko de par son histoire, sa combativité et surtout aussi parce que cette rue à Wemtenga porte son nom pour marquer fièrement donc voilà la présence de Wemba Poko. Voilà. Merci beaucoup pour la suite. On va donc parcourir les journaux et c'est parti pour la revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadesoro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abiata. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Les Citoyens. À la une des Citoyens, abattage massif du qualité
Où en sommes-nous avec les opérations de saisie? Procès T1, acte 2, des témoins chargent, les prévenus se défendent. Koura Yasmine Sandrine Zerbo, diététicienne, éviter les excès lors de la rupture du jeûne. Trait de plume, l'exaltation du mérite. Mobilisation des ressources. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo exhorte les douaniers et les agents du Trésor à plus de performance. Montée des couleurs nationales, le Premier ministre appelle à intensifier l'action gouvernementale. Ouagadougou, 2 réseaux de malfrats aux arènes. Transformation des produits agricoles, un complexe industriel dans 8 mois à Ouayouguia. Le ministre de la Sécurité prône la discipline et le sens du service public. Passouenle Pélagie Cabré salue l'engagement des Burkinabés. À la suite du journal Citoyen, place au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dulasso. À la une de l'Express du Faso, mine et carrière, 4 nouvelles unités à Bobo pour résorber le déficit des granulats. Montée des couleurs, Télécel Faso réaffirme son engagement patriotique. Autant le dire, encore une autre guerre complètement absurde. Bobo Dulasso, voici pourquoi les femmes préfèrent les taximotos. Cheikh Mohamed Gansouré, guide religieux, les peuples doivent privilégier l'intérêt supérieur des nations. SNC Bobo 2026, jour J-53. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, crise Iran-États-Unis, la Chine exhorte à l'arrêt immédiat des hostilités. Montée des couleurs à la primature, le Premier ministre appelle à intensifier l'action gouvernementale au service des populations. Amir Abdou, nouveau sélectionneur des étalons. Partout où il est passé, il a réussi à relever les différents défis. La FBF doit assainir l'environnement autour du sélectionneur. Si on lui laisse les coulées franches, il pourra faire des résultats. À sa discipline tactique, il doit ajouter une autre, celle de la gestion du groupe. Place à présent au journal L'Observateur parle à la une de l'Obs sélection nationale, ce que les experts attendent du coach Amir. Région du Nakambe, le nouveau souffle des localités reconquises. Procès Yeyake, Kami et compagnie, quand la mémoire du témoin clé lui joue des tours. L'Afrique et la guerre USA-Iran, loin des bombes mais proche des conséquences, c'est-à-dire donc dans le regard sur l'actualité. Mois de l'exemplarité fiscale, le PM félicite les régies financières et lance la 4e édition. Police nationale, fin de parcours pour des réseaux de malfrats à Ouagadougou. Terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, procès T1 acte 2, quand le prévenu Ismaël Ouedraogo charge l'ex-ministre Laure Zongoyen. Encadrement des étalons, le nouvel entraîneur attendu au pied du banc des touches. Bonne gouvernance, la cartographie des dysfonctionnements de l'administration publique remise au Premier ministre. Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, à propos de l'exemplarité fiscale. Chaque impôt payé est un acte d'amour pour le Burkina Faso. Décès de Bonkana Maïga, c'est l'artiste complet dont le nom traverse les frontières. LAG Zougnazaranda. C'était un grand homme qui avait un grand cœur, dit Amity Meria. Actu Sport Cameroun, un entraîneur étranger incompétent, Samuel Eto'o relance le sujet Marc Brice. Révélation, bombardement en Iran. Le pape Léon XIV appelle à l'arrêt de la spirale de la violence. DGI, plus de 100 milliards de francs CFA mobilisés en février 2026, soit 105,66% de performance. Guerre au Moyen-Orient. Paris condamne l'assassinat du diplomate français Luc Alade, ancien ambassadeur de France à Ouagadougou. Merci beaucoup, Elage, pour ce titre. Et donc, nous allons à présent aller à la phase commentaire et nous débutons donc par le sélectionneur des étalons parce que l'équipe du Burkina a un nouvel entraîneur. Absolument. En tout cas, nous lui souhaitons d'abord bonne arrivée au pays des hommes intègres, Amir Abdou, un franco donc marocain, du moins du Comore, voilà, et comorien, franco-comorien, qui est donc
plébiscité lorsqu'on essaie donc de revenir sur les différentes analyses, les différents commentaires qui ont été donc faits par les spécialistes. Alors, pour certains, c'est un homme de résultats. Partout où il passe, il arrive quand même à faire des performances. Il y a des petites équipes qu'il prend. Au fil donc du temps, il arrive, n'est-ce pas, à faire en sorte que ces petites équipes-là puissent réaliser des performances. On a même vu l'équipe comorienne lors de l'avant-dernière CAN, donc qui a même eu à faire des performances. C'est ce que nous attendons en fait du nouvel entraîneur des étalons. Parce que nous, on a été finalistes. Ce qui nous reste maintenant, c'est de pouvoir soulever la coupe. Alors, donc, beaucoup d'analystes avaient pensé que ça allait être un entraîneur national, notamment Kamou Malou. Et finalement, c'est donc un franco-comorien qui a été donc retenu. Cela suite, n'est-ce pas, au dépouillement des dossiers. On sait bien sûr que ce sont des spécialistes qui se sont donnés à la tâche donc de choisir l'entraîneur. Mais au-delà de la personne de l'entraîneur, c'est là où je vais mettre l'action doit être mise sur ce qu'on appelle l'écosystème de l'équipe nationale. Comment faire en sorte que l'entraîneur puisse avoir les courées franches pour pouvoir décider. Parce que dans le milieu, on le sait, ce n'est pas un secret, il y a des lobbies qui sont exercés. Vous allez voir même des joueurs, notamment qui sont dans les grands clubs, qui imposent même leur sélection au niveau donc, de l'équipe nationale. Alors si la fédération, tout l'écosystème du football burkinabé laisse la main libre, n'est-ce pas, au nouvel entraîneur, je pense qu'il peut donc effectivement engranger les résultats escomptés. Comme l'a dit un des analystes, il a une discipline tactique, mais il doit aussi savoir gérer l'équipe. Parce que une équipe, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'individualités qu'il faut savoir gérer pour pouvoir effectivement sortir la tête de l'eau. Donc le football, c'est donc un sport de passion au Burkina Faso et qui draine assez donc de foule, de passion et tout ce que nous souhaitons donc et qu'ils puissent au contact, n'est-ce pas, des joueurs, de l'équipe technique, etc., qu'ils puissent vraiment faire, en tout cas amener les étalons à avoir des performances, même s'il doit aller dans les pays, dans les clubs un peu lointains pour dénicher des talents burkinabés, pour pouvoir en tout cas faire en sorte que nous soyons fiers encore de nos 11 nationaux. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est vraiment son profil qu'il fallait? Vu que vous avez dit c'est comme si c'est un entraîneur qui est spécialiste de la reconstruction des équipes. Absolument. De la reconstruction, de la valorisation donc, des équipes. C'est ce qui nous manque au niveau donc, des étalons. C'est toutes des individualités qui vont essayer de faire balle à terre, mettre balle à terre et jouer collectif. Parce que c'est ça aussi notre grand défaut. On n'arrive pas à jouer collectif. Souvent, on voit des individualités qui sont vraiment très prononcées, mais la construction finale pose toujours problème. Merci bien. Et bien sûr, on va s'intéresser à l'actualité internationale, évolution de la situation en Iran. Absolument. Comme on le craignait, donc c'est arrivé. Et puisque d'après les informations qui sont recoupées à travers différents médias, les Américains ont voulu engager des pourparlers via un pays européen, notamment l'Italie, mais les Iraniens ont dit non, que les États-Unis et Israël ont commencé les hostilités et ils ne vont pas donc accepter de s'asseoir donc, pour faire des négociations. D'autant plus que les frappes américano-israéliennes sont arrivées pendant que les délégations étaient toujours pour parler au niveau donc, de la Suisse. C'est pour dire que la confiance est rompue. C'est ça, Or, il y a eu trahison quelque part. Oui, tout à fait. Or, nous savons très bien que dans les relations internationales, le point le plus essentiel, c'est de travailler à maintenir la confiance. Quand la confiance est rompue, et pour reconstruire cette confiance qui est une condition sine qua non pour la reprise des négociations, du dialogue, il faut du temps. D'autant plus que dans toute la région, on a vu les différentes réactions qui sont donc parvenues aux différents médias, notamment les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite
Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, et même d'autres pays comme la Jordanie, ils ont tous condamné la réaction de l'Iran. Ce qui est aussi paradoxal, c'est que l'Iran a été attaqué et il riposte. Il ne peut pas atteindre les côtes américaines puisque c'est plus de 11 000 kilomètres. Mais il y a des bases américaines qui sont dans la région et toutes les attaques qui ont été menées contre l'Iran, la plupart donc de ces attaques-là ont pris position, se sont donc appuyées sur les bases américaines qui sont donc dans la région. Donc l'Iran se considère comme étant dans une légitime défense. C'est pourquoi il s'en prend à ces différentes bases américaines installées dans la région. Ce qu'il faut donc craindre, c'est que cela n'évolue vraiment en crise, pourquoi pas en conflit mondial. Parce que même si on ne les voit pas visiblement, l'Iran semble ne pas être seul dans cette guerre, puisqu'il y a du matériel militaire russe et chinois qui est quand même transporté au niveau de l'Iran, et on ne sait pas si réellement ces deux pays-là, ces deux alliés, participent de façon discrète, n'est-ce pas, donc dans ce conflit, parce que ce n'est pas un seul pays qui attaque l'Iran, c'est notamment les États-Unis, c'est Israël, c'est bien sûr aussi avec la complicité, même si ce n'est pas avéré, donc de certains autres pays. Et il y a d'autres pays qui ont clairement défini, qui ont clairement donc indiqué qu'ils ne vont pas participer au conflit, notamment l'Espagne, qui a même demandé à ce que son territoire ne soit pas utilisé pour attaquer l'Iran. Dire que le lendemain est incertain, c'est peu de dire, puisque l'Iran a déjà commencé à fermer ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz, par lequel transite beaucoup de pétrole, notamment 20% du pétrole mondial, et cela peut n'est-ce pas, répercuter dans la flambée des prix, et dans des hydrocarbures et dans bien d'autres situations difficiles pour non seulement les populations de la région, mais bien au-delà. C'est ça. Merci beaucoup, Elhadj. On va bien sûr reparler maintenant de la pensée et du proverbe du jour signé Elhadj Boubacar Zidadi Sitnaba. Nous débutons par la pensée du jour. La pensée dit ceci. Il existe quatre sortes d'amis utiles et 4 sortes d'amis néfastes. Les amis utiles sont un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé et un ami qui a la crainte de Dieu. Les amis néfastes sont un ami faux, un ami trop gourmand, un ami bavard et un ami paresseux. Très bien. Je pense que le PCA nous a aujourd'hui gratifié d'une pensée profonde. Et en même temps, il a expliqué. Oui. Il a expliqué donc avec des exemples à l'appui. Avec des exemples bien clairs. La première catégorie donc des amis, ce sont des amis qui sont utiles. Voilà, à savoir un ami droit, parce que la droiture cimente l'amitié. Voilà. Lorsqu'on sait que l'ami qui est en face de nous est droit, ça veut dire qu'on ne craint rien de cet ami-là. Le deuxième, c'est un ami fidèle. Il est fidèle, il ne met pas ses intérêts personnels au détriment de l'amitié et il répond à tout moment. C'est aussi donc le deuxième signe d'un bon ami. Et le troisième, c'est un ami cultivé. Parce que la vie cultivée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous donne assez de connaissances dans beaucoup de domaines, qui a une large ouverture, et soit il a beaucoup lu, soit il a beaucoup voyagé, donc soit il a beaucoup d'expérience, et vous pouvez donc puiser de cette vaste culture de votre ami pour bien sûr mener à bien votre vie, et cela contribue effectivement à cimenter encore davantage votre amitié. Et le dernier donc c'est l'ami qui a la crainte de Dieu. Ça c'est très important. Voilà, parce que sans la crainte de Dieu, cette amitié n'est que superficielle. Voilà, ça peut même être une amitié basée sur des intérêts, sur des intérêts personnels, sur des intérêts immédiats. Mais lorsque votre ami a la crainte de Dieu, vous ne craignez rien de cette personne. Même si vous voyagez, vous laissez votre maison, vous laissez votre famille, vous savez très bien que cet ami-là va bien s'occuper de cela. S'il ne peut pas aussi, il va vous dire que vraiment, je ne peux pas. Oui. Et vous n'avez pas donc à vous soucier d'un mauvais comportement qui pourrait venir donc de cet ami. Voilà, celui qui a la chance en tout cas d'avoir la première catégorie donc d'amitié, vraiment c'est une très bonne chose pour la vie, parce que sans les amis aussi,
alors on ne peut pas supporter la vie. Oui. Parce que l'ami, c'est le miroir de la personne à travers lequel il se mire, il regarde. Mais ce qu'on peut aussi dire, les amis ne doivent pas être uniformes, ils doivent être complémentaires. Voilà, ça veut dire que vous ne devez pas avoir les mêmes caractères. Oui. Vous devez vous compléter. Ce que l'autre a, l'autre n'a pas, et vous vous complétez. Je pense que c'est le sens d'une bonne amitié. La deuxième catégorie, c'est des amis qui sont néfastes, qui sont mauvais, hein, qui nuisent non seulement à votre santé mentale, mais aussi à votre santé physique, etc. C'est un ami, c'est un faux ami. Voilà, un ami faux qui jamais, il est toujours pris, voilà, quand on a besoin de lui, il n'est pas là, en ta présence, donc donne l'impression d'être avec toi, mais la moindre occasion est exploitée par cet ami-là pour vous nuire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de malsain et qu'il faut éviter. Un ami trop gourmand, ça aussi, la gourmandise, lorsqu'elle est excessive, ça nuit aussi à l'amitié, puisque le gourmand a tendance à tout ramener à sa petite personne. Par exemple, même si vous êtes ensemble, on vous donne un cadeau, cet ami-là a peut-être la tendance de tout ramener à sa personne. Ça aussi, c'est mauvais. Un ami bavard aussi, bon, quand on dit bavard, ça veut dire qu'il parle sans intérêt. Voilà, il parle de tout et de rien. Finalement, on peut passer des heures à discuter, mais quand vous faites le bilan de ce qu'il a dit, il n'y a pas quelque chose qu'on peut retenir. Par exemple, contrairement à l'ami cultivé, qui, dans vos échanges, dans vos conversations, vous arrivez donc à avoir des choses très, très importantes. Et un ami paresseux, Oui. ça c'est mauvais. Voilà. C'est encore ça veut pire. dire que c'est toi qui seras obligé, n'est-ce pas, à tout faire donc pour cet ami-là. C'est ça. Donc, on va terminer donc rapidement par le proverbe du jour et avec la complicité de la réalisation. Pour le proverbe, l'œil est craint, mais il n'est pas plus. L'œil est craint, mais il n'est pas plus vieux que la tête. Voilà. Et je pense qu'on a aussi corrigé le proverbe en disant que les cornes sont craintes, voilà, mais ne sont pas plus vieilles que la tête. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire que quand on voit un animal avec des cornes, alors donc ces cornes-là qui font peur, vous ne pouvez pas vous approcher, n'est-ce pas, à cet animal-là. Mais la tête d'abord précède les cornes. Oui. Donc c'est aussi un proverbe du PCA qui nous montre la hiérarchie des choses. Voilà, il faut respecter. Et c'est pas parce que c'est pas ce qui est visible seulement, mais ce qui peut vous nuire, ça peut cacher un autre mal encore plus pernicieux. Voilà. Merci beaucoup Elhadj pour notamment ces titres, ces commentaires et puis ces analyses. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons maintenant marquer la petite pause pour découvrir les couleurs du temps et comme annoncé juste après, nous serons avec le procureur du... La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Sur ce plateau, comme annoncé, notre invité du jour est le procureur du Faso. Nous le retrouvons juste après. Nous recevons ce matin le procureur Blaise Bakouli Bazié, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, TGI Ouaga 1. Avec lui, nous parlons du quotidien. Au parquet. On parle également des innovations pour désengorger la justice burkinabé et on parle de la confiance entre justice et justiciable, entre autres sujets bien sûr. Bonjour monsieur le procureur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous avoir invités sur votre plateau. Alors, monsieur le procureur, une question d'actualité pour commencer. Il y a un de nos confrères, l'Express du Faso, qui a titré à sa une le 25 février dernier ce titre, et je cite, « La justice au cœur de la construction du Burkinabé nouveau », pour parler notamment des procès en cours liés à des cas de détournement de fonds publics. Alors, monsieur le procureur, quel est le commentaire de ce titre de l'Express du Faso? Vous faites allusion aux audiences publiques, oui, à la télévision. C'est ça. Et l'Express a titré justement que la justice au cœur de la construction du Burkinabé nouveau. Est-ce que c'est ça la vision? La justice, c'est comme un peu le ferment, le ciment fait dans la société. Parce que une société sans justice est vouée à l'échec parce que les gens vont se rentrer dedans. Et si la justice fonctionne bien, ça permet d'avoir un certain équilibre. C'est pour ça tout le monde regarde la justice, tout le monde attend beaucoup de la justice, tout le monde attend que les décisions courageuses soient rendues au quotidien. Et donc, la justice participe en quelque sorte aussi à une certaine pédagogie. Et la pédagogie, nous le voyons avec les audiences que nous tenons. Il y a eu déjà Téan 1, Téan 2, qui permet aux uns et aux autres de comprendre les difficultés que la justice peut traverser, le fonctionnement de la justice, mais également de voir les tares de la société qu'il faut corriger chacun à son niveau. Donc, oui, ça cadre bien avec le titre de l'Express du Faso. Oui. Donc, la justice est dévouée aujourd'hui à créer le Burkinabé nouveau, sans corruption forcément. On doit accompagner l'État dans tous les domaines à ce que le Burkina nouveau soit une réalité. Sans corruption ou réduire le grand maximum donc la corruption. On va découvrir plus votre fonction procureur. C'est quoi le rôle et les compétences du procureur du Faso en droit burkinabé? Le procureur, c'est en quelque sorte le chef du parquet. Le parquet est constitué du procureur lui-même, un premier substitut et des substituts, mais il travaille avec des collaborateurs qui sont donc des greffiers, des secrétaires de greffe, le parquet. Le procureur joue en quelque sorte un rôle de coordination de toutes ces activités. Le procureur représente la société de façon générale, c'est pour ça qu'il agit au nom et pour le compte de la société. Et donc rechercher les auteurs d'infractions, les traduire devant un juge et requérir contre eux devant donc un tribunal. Donc il y a donc les fonctions purement pénales, mais le procureur également peut intervenir dans des domaines comme l'état civil, en matière civile également. Donc c'est de façon ramassée, nous ne sommes pas devant, donc je m'adresse à un grand public, j'essaie d'avoir des définitions terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Sinon le procureur du Faso, il est assisté donc de ses substituts et le rôle c'est de travailler à ce que la société reste dans la paix, dans la tranquillité. Et comment justement les compétences aussi sont reparties au niveau du parquet? Pour que ça fonctionne, il faut que le parquet soit bien organisé. Tout le monde ne peut pas tout faire. C'est vrai que le procureur est là, il a beaucoup plus un rôle de coordinateur. Il fait donc des répartitions de tâches. Si nous prenons le parquet Ouaga 1, chaque substitut
a au moins une unité d'enquête sous sa direction. Il rend compte au procureur. Le procureur peut également saisir directement ces unités, mais il ne peut pas être partout à la fois. Et donc, pour chaque unité, il y a un substitut référent. Dans certains domaines, par exemple en matière d'état de personnes, matière civile, il y a un substitut qui est désigné pour s'occuper de l'état civil. Il y a un substitut qui est désigné pour la question des mineurs, il y a un substitut qui est désigné pour la question donc, de la lutte contre la drogue. Et donc, et quand les PV arrivent, il y a un secrétariat. Parce que nous avons le secrétariat dédié aux questions de flagrant délit. Ça veut dire les gens qui sont déférés. Quand ils arrivent, il faut les enregistrer. Et quand ils sont enregistrés, ils sont poursuivis. Il faut un secrétariat pour mettre les dossiers en état. Et donc, il y a le secrétariat, par exemple, de flagrant délit. Il y a le secrétariat pour les dossiers de citation directe, parce que les dossiers pour lesquels des personnes n'ont pas été déférées, on les cite devant le tribunal. Il faut aussi une mise en état. Donc, il y a un personnel consacré à ça. Aujourd'hui, on a un secrétariat dédié aux crimes, aux dossiers criminels, parce qu'aujourd'hui, les tribunaux de grande instance connaissent des dossiers criminels au premier degré. Donc, il faut mettre ces dossiers aussi en état. Il y a les dossiers qui viennent donc de l'instruction. Quand nous saisissons un juge d'instruction, il faut également sur ces dossiers. Donc, il y a un secrétariat pour ça. Les courriers arrivés, il y a un secrétariat pour ça. Et donc, c'est tout un monde. Ah oui. C'est compliqué. Très organisé, en tout cas, de la manière dont vous nous expliquez. Alors, certaines personnes, pour parler de la population, ne veulent pas saisir la justice pour principalement 3 choses. Parce que il y a des longues procédures qui peuvent prendre des années. Il y a également le risque de dégradation des relations sociales et le fait aussi que la justice semble favoriser les plus nantis et qui peuvent trouver des meilleurs avocats. Alors, est-ce que vous comprenez les inquiétudes de la population? Bon, tout le monde parle de la lenteur. À tort ou à raison, on pense que quand on a de l'argent, on est parti pour gagner, mais ce n'est pas toujours évident. L'État burkinabé, le ministre de la Justice, avec le gouvernement, a travaillé à ce que nous ayons une justice beaucoup plus accessible. Rapprocher donc la justice du justicier avait déjà une réalité. Une justice accélérée, c'est aussi une réalité. Oui, il y a eu des moments d'engorgement. Donc, vous avez vu l'année dernière, entre janvier et février, des opérations casier vide pour vider les caisses du parquet afin que des dossiers qui étaient en stock depuis des années puissent être vidés. Aujourd'hui, à Ouaga 1, nous travaillons à ce que nous ayons une justice accélérée mais efficace également. Accélérée parce que dès l'enquête préliminaire, nous demandons aux OPJ de nous accompagner pour voir quelle est la meilleure gestion possible du dossier. Parce qu'avec le nouveau code de procédure pénale, nous avons plusieurs options. On a donc des dossiers que nous pouvons conclure par une médiation pénale, des dossiers pour lesquels nous pouvons conclure par une convention judiciaire et une composition pénale également. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au jugement. Okay. Donc au parquet, déjà nous pouvons arrêter les poursuites, soit par le truchement d'une médiation. Les parties se parlent, ils s'entendent, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un très bon procès. Donc il y a des mécanismes qui permettent donc d'aller vite et de permettre aux gens de continuer de se parler. Je crois que c'est pour cette même raison qu'on a mis des mécanismes alternatifs à la justice traditionnelle. Je vais parler de Faso Boukoré, qui a été mis également en place pour permettre aux chefs coutumiers d'être des médiateurs.
et de permettre aux gens de continuer donc à se parler. Quand bien même il y a un conflit entre eux, ils trouveront toujours des solutions endogènes pour résoudre ces problèmes-là. Donc de plus en plus, nous partons vers une justice beaucoup plus rapprochée, où avoir de l'argent n'est pas synonyme de gagner. Vous avez évoqué, si vous avez un bon avocat, il connaît toutes les procédures, il sait comment mener pour retarder si vous... il sait que vous devez perdre et qu'il faut du temps pour son client, il peut retarder par tous les voies qu'il a à son niveau. C'est la loi qui lui permet. Voilà, c'est pas mauvais aussi, mais c'est la loi. On va revenir sur Faso Bokaoré et les autres alternatives tout à l'heure, monsieur le procureur. Et donc aujourd'hui, il s'agit donc de restaurer la confiance entre le justiciable et la justice. Oui, il s'agit de travailler à ce que nous ayons une société de paix, une société où les uns et les autres ont confiance à leur appareil judiciaire, où ils ont confiance donc aux autorités administratives. Pour notre part, nous travaillons à rapprocher donc la justice du justiciable. Depuis l'opération Casier Vide, nous avons poursuivi à avoir des audiences dans les arrondissements du ressort du tribunal de grande instance de Ouaga 1, où tous les vendredis, nous avons au moins 2 audiences qui sont tenues donc, dans les arrondissements, à tour de rôle. Une audience à la maison d'arrêt, c'est pour avoir une certaine célérité, que les dossiers ne tardent pas, que chacun puisse connaître très vite son sort. Aujourd'hui, avec l'appui des OPJ, nous avons ce que nous appelons le traitement des dossiers en temps réel. Pourquoi nous avions eu des casiers remplis? Parce que quand dans certaines procédures, on n'a pas déféré l'individu, on nous envoie des PV en renseignement judiciaire. Ça arrive, le procureur affecte ces dossiers-là à ses substituts, qui ont beaucoup d'autres choses. Il peut oublier le PV et traiter d'autres problèmes, plus urgence. Et puis bon, ça passe une semaine, 2 semaines, un mois, des mois, et c'est au bout pratiquement d'une année qu'il traite le PV. Et c'est à partir de là qu'il va citer le prévenu et renvoyer donc des citations au niveau de l'unité d'enquête pour dire de convoquer telle personne à telle date pour une audience. Et 2 fois ça complique. Quand ça arrive, l'OPJ aussi va prendre, il n'y a pas d'urgence, il dépose. Au moment où il se rend compte, la date de l'audience est dépassée. Et le juge vous dira qu'il n'est pas sûr que vous ayez touché la personne. S'il n'est pas là, est-ce que lui n'est pas très rassuré que vous l'avez avisé? Et du coup, on va passer de renvoi à renvoi. Et du coup, on a beaucoup de dossiers qui sont renvoyés pratiquement tous les jours. Nous avons pensé qu'il fallait voir les choses autrement. Pendant que les parties sont devant l'officier de police judiciaire, quand les choses sont encore chaudes, ils viennent pour signer leur PV, on ne doit pas le déférer, le prévenu on ne le défère pas, il signe son PV en accord avec le procureur, le substitut référent, on le cite, on fait la citation à prévenu. Ce que le procureur devait faire dans son bureau et renvoyer est fait directement devant l'OPJ, mais pas les soins du procureur. Quand il est cité, on avise la victime qui est également présent pour signer son procès verbal, on l'avise. S'il y a des témoins, on les avise. Donc, la citation à prévenu, l'avis à victime, l'avis à témoin est prêt. Tout ça, c'est sanctionné par des PV de notification. Les commissariats de police ont déjà des dates. Nous avons distribué à toutes ces unités-là un tableau jusqu'à la porte des vacances judiciaires, les dates de nos audiences. Et donc, à partir de là, vous partez du commissariat en ayant en tête que vous serez jugé à telle date. Par exemple, le 15 mai, le 14 mai, vous serez jugé à la salle de la mairie de l'arrondissement 5 ou de l'arrondissement 6, selon vos situations géographiques.
ou selon donc la position de l'unité d'enquête. Donc ce sont des dossiers qu'on renvoie aux arrondissements pour désengorger en fait les casiers de la justice. Et comment pour que les casiers ne se remplissent pas. Voilà, parce que dès l'unité d'enquête, le dossier est prêt. Les parties savent que leur dossier sera jugé à telle date et à tel lieu. Ça peut être dans un arrondissement comme au palais de justice. Mais c'est déjà connu de tous. Ils partent avec les documents. Le double se retrouve dans le dossier qu'on transmet au procureur. Le procureur ne fait que prendre une chemise et mettre le dossier dedans et ça sera jugé dans tel ou tel arrondissement ou au palais de justice. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne sur notamment les procès au niveau des mairies d'arrondissement et au niveau aussi de la maison d'arrêt, comme vous l'avez dit. Comment ça fonctionne? Est-ce que les populations ont la possibilité d'aller suivre? Pour quel type de dossier, généralement, vous prenez la décision de ramener ça aux arrondissements? L'idée, c'est d'abord de rapprocher la justice du justiciable. Quand les gens viennent au palais de justice, excusez-moi, ils sont déjà dans la panique. Mais quand c'est dans une mairie à côté de chez eux, je crois qu'ils ne vont pas avec cette a priori et dans la panique. C'est nous rapprocher de la population. Et ensuite, résoudre la question de la célérité et de l'efficacité. Parce que, pourquoi les gens n'ont pas confiance? Parce qu'ils se disent que leur dossier ne sera jamais jugé. Alors que si depuis le commissariat de l'arrondissement 9, par exemple, le dossier est en état et on dit que vous venez dans un mois pour que votre dossier soit jugé à côté de chez vous, à la mairie de l'arrondissement 9, vous savez, vous partez avec l'idée que bon, ça peut aller. La confiance revient un peu vers l'institution judiciaire. Mais c'est aussi l'occasion de participer à la sensibilisation. L'aspect pédagogique d'un procès, c'est ça. Aujourd'hui, c'est peut-être Pierre et Paul qui sont devant le juge, mais en partant sur le problème entre Pierre et Paul, ça peut vous interpeller vous-même sur des problèmes similaires qui pourront vous arriver. Et donc, vous pouvez anticiper. Et c'est ouvert au public. Hein, c'est ouvert au public. Okay. Et d'ailleurs, j'invite vraiment les uns et les autres à passer les vendredis, surtout au niveau des arrondissements, lorsque ces arrondissements sont retenus, de participer aux audiences. D'accord. Alors, pour ce qui concerne toujours la confiance entre justice et justiciable, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui vous ne devez pas faire encore plus, vu que on a suivi aussi le procès qui a impliqué vos collègues magistrats à Coupéla? Est-ce que ça ne fait pas qu'il faut faire plus encore pour pouvoir avoir la confiance donc de la population? Nous sommes la magistrature, c'est à l'image de toute la société, vous comprenez. Le procès, on aurait pu se passer par exemple de la télévision. C'est pour davantage montrer patte blanche que je crois que les plus hautes autorités ont estimé qu'il fallait donc médiatiser donc à travers la RTB. C'est un travail de rapprochement également vers une certaine confiance. Si nous-mêmes on peut se juger entre nous, les autres n'ont qu'à aussi bien se tenir en quelque sorte. Ce qui veut dire que nous soyons magistrats ou autres autorités, si nous tombons dans la corruption, vous serez exposés à un jugement. Et c'est le message que nous retirons donc du procès de Coupéla. Nul n'est à l'abri de ça. Et les uns et les autres doivent travailler dans la dignité et dans la transparence et de façon propre. Vous avez parlé tantôt des audiences télévisées et c'est ce que les Burkinabés constatent actuellement même. Est-ce que cela ne viole pas les droits des parties au procès?
Violer les droits de partie au procès, Le comment? fait de téléviser, en fait, de téléviser justement les procès. Vous voulez parler On a vu l'affaire de la présomption C'est d'innocence, ça. peut-être, oui, c'est vrai que ça peut jeter les uns les autres en pâture parce qu'on vous voit publiquement devant donc un juge avec des accusations qui vont avec. Mais c'est aussi de fois l'occasion de laver publiquement son honneur. Parce que le procureur vous traduit devant un juge, on entend parler, mais on ne voit pas. On vous soupçonne de telle ou telle chose, mais quand vous passez publiquement et que on vous blanchit, on dit que vous n'avez rien fait, vous repartez, votre nom retrouve sa place, votre honneur est lavé. Et je crois que on peut dire on viole, mais pour moi je crois que ça participe à des soucis de transparence, mais également contribue à rétablir l'honneur des uns et des autres. Est-ce que ça ne dérange pas aussi certains acteurs de la justice qui ne sont pas forcément habitués à être filmés pendant les procès, transmis en direct? Oui, c'est la loi qui le prévoit maintenant. Le code de procédure pénale permet évidemment donc que les audiences soient filmées aujourd'hui. Mais pour vous dire la vérité, ça a été un combat très rude pour que nous puissions avoir la toute première audience filmée, au TENA 1, Oui. où il fallait convaincre tous les acteurs, les avocats, les magistrats, pour qu'on y aille. Ça n'a pas été facile. J'ai passé des nuits blanches pour chercher à trouver la solution idoine pour que ça puisse se faire. Ça s'est fait et bon, ça a ouvert la porte à beaucoup d'autres possibilités. Et si on met maintenant, vous avez parlé de l'opération Casier Vide, c'est bien de pouvoir faire le bilan parce que 2025 a été marqué vraiment par cette opération-là. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'opération Casier Vide? Bon, je parle de chez moi, je ne peux pas parler de... Parce que l'opération Casier Vide est partie du tribunal de grande instance Ouaga 1 pour être étendue par la suite à d'autres juridictions. Évidemment, pourquoi Ouaga 1 au départ? Parce que c'est la vitrine de la justice burkinabé, mais c'est aussi la juridiction qui a beaucoup de dossiers où... le justiciable saisit très souvent la juridiction Ouaga 1. Mais c'est aussi une des vieilles juridictions qui a été éclatée pour donner Ouaga 2 à un moment donné. Et donc il y avait beaucoup de dossiers en stock. L'opération Casier Vide a été menée de janvier à février 2025. Nous avons pu sortir des tiroirs environ 5264 dossiers. Pour le tribunal Ouaga 1, comme Ouaga le 1, procureur a dit. voilà, seulement. Nous avons tenu sur ces 2 mois 140 audiences pour vider donc ces dossiers. Mais Ouaga 1 ne s'est pas limité à ça, comme je l'ai dit tantôt, nous avons continué à tenir des audiences à la maison d'arrêt et dans les arrondissements. On aurait voulu faire à tout moment dans les arrondissements, mais compte tenu du nombre de magistrats, il était quasiment impossible. C'est pour ça que nous avons retenu vendredi comme jour pour tenir donc, les audiences dans les arrondissements. Les jeudis étant pris pour la célébration des mariages, on ne pouvait pas le faire aussi un jeudi, donc c'est pour ça que nous avons retenu vendredi, 2 audiences deux audiences tous les vendredis dans soit l'arrondissement A ou l'arrondissement B. Donc c'est dans le souci de désengorger toujours. Toujours là. Et si on prend donc l'ensemble de l'opération Casier Vide et les autres mesures que vous avez citées, notamment les procès dans les arrondissements, dans la maison d'arrêt et de correction, est-ce que ça a permis de soulager des citoyens? Oui, il y a beaucoup de gens qui voient les dossiers vidés. Voilà. Et comme je l'ai dit, nous allions efficacité et célérité.
Donc quand votre dossier, au lieu de faire 1 an avant d'être jugé, est jugé au bout de quelques mois, c'est déjà un soulagement. Quand votre dossier est jugé à côté de vous, c'est du carburant d'économiser. Et moins de stress, vous l'avez dit. Moins de stress aussi, voilà. L'un dans l'autre, c'est de complexifier les choses. Dire que bon, on peut avoir une justice accélérée et efficace. Donc, c'est l'idée. Monsieur le procureur, depuis votre arrivée au parquet, c'était en octobre 2024, vous insistez sur la nécessité de faire rembourser la somme d'argent détournée donc des caisses de l'État. Pourquoi? Il est assez facile de détourner et d'en profiter après. Parce que même si vous partez en prison, vous pourrez toujours en profiter. Alors que si vous détournez de l'argent, on le récupère et quand même vous partez en prison, je pense que ceux qui vivront cela et qui verront cela ne seront pas tentés de faire la même chose. Depuis que je suis arrivé, j'essaie de travailler avec le pôle économique et financier à ce que systématiquement dans certaines procédures qu'on allie l'enquête de patrimoine. Et ça permet de voir l'ampleur des détournements ou des actes de corruption. Et je crois qu'en procédant à des saisies systématiques, on permet à l'État de rentrer dans ses fonds détournés. Si on prend le cas du dossier Téyan que vous avez vu comment on a pu saisir un certain nombre de biens entre ses mains. On aurait pu en d'autres temps ne pas saisir ça, il va en prison, il sort, il en profite. Et ça donne des idées à d'autres personnes. Bon, je préfère aller en prison si je peux assurer mes vieux jours. Alors que si ici, vous partez en prison, mais vous sortez, vous n'avez rien. Parce que la justice a tout récupéré. Voilà, et ça participe à la lutte contre la corruption, ça participe à la lutte contre les détournements des deniers publics. Il y a certaines infractions en matière d'escroquerie, quand vous escroquent, c'est pour en profiter. Et si on arrive à récupérer ce qu'il a escroqué, il aurait fait toutes ces magouilles pour zéro. Et donc c'est pour ça que nous mettons en avant donc récupérer, poursuivre, mais vraiment on met vraiment l'accent sur l'enquête de patrimoine. Parce que des fois l'enquête de patrimoine peut nous permettre même de voir l'ampleur. Parce qu'on peut penser que c'est 100 000 francs que la personne a détourné, alors que ça vaut 400 000 francs. Et donc, je prends des petits chiffres, sinon quand on parle de détournement, c'est en termes de millions. Ou de milliards, on a vu, oui. on voit le procès actuel. Alors, procureur, depuis que vous êtes là, combien de francs, par exemple, vous avez pu engager pour l'État burkinabé? Je n'ai pas mes chiffres en ce moment, mais avec déjà la mise en œuvre des mécanismes alternatifs aux poursuites, conventions judiciaires, composition pénale, médiation pénale, et les saisies par-ci par-là, sans être très modeste, pour les mesures alternatives, on avoisine aujourd'hui pratiquement le milliard. Pour les saisies et autres confiscations, je pense que je ne me rappelle pas très bien, mais ça avoisine un demi-milliard en quelque sorte. Donc, la justice a donné de l'argent à la caisse de l'État. Donc, on contribue. Avant, on disait que la justice est là pour consommer, seulement elle n'apporte rien au budget. Je crois que nous travaillons à apporter quelque chose au budget de l'État. Avec le nouveau code pénal, vous avez maintenant d'autres possibilités. Vous en parliez tout à l'heure, dans la médiation pénale, les alternatives aux peines privatives de liberté, comme les travaux d'intérêt général. Pourquoi c'est important, ces alternatives-là? Vous avez évoqué la confiance.
de la population envers la justice, la célérité donc dans les procédures, la nécessité aussi que les gens puissent continuer à se parler même après une procédure. Le gouvernement burkinabé, à travers le nouveau code de procédure pénale, a voulu que nous ayons une justice à l'image de notre société, que ça ne soit pas une justice qui est l'apanage de notre ancien colonisateur, qui n'a pas les mêmes réalités que les réalités burkinabées. La composition pénale, si la personne reconnaît qu'elle a fauté et que bon, les faits ne sont pas trop graves, nos prisons sont remplies, mieux vaut lui donner une peine d'amende conséquente, parce que très souvent, on dit la peine, elle est personnelle et individuelle, l'individualité de la peine. Mais quand on le condamne à une peine d'amende, ce n'est pas sûr que ce soit lui seul qui supportera cette peine-là. Ses proches vont aller cotiser pour l'aider, pour l'éviter la prison. Déjà, il y a une certaine efficacité parce que la famille aura l'œil sur lui pour qu'il ne commette pas encore ces mêmes faits dorénavant. Et ensuite, quand c'est comme ça permet donc d'aller vite. Voilà, parce que très souvent, on peut aller devant le juge va le condamner à une peine assortie de sursis ou bien à une peine ferme, mais il va faire appel. Et puis, bon, en appel, on peut revenir sur la décision. Mais en faisant donc, par exemple, la composition pénale, on sait que, bon, il ne va pas faire appel, ça va s'arrêter là. Et il n'y aura pas de dossiers qui vont venir s'accumuler. Ça évite l'engorgement donc de nos rôles. La médiation pénale, c'est deux personnes, deux individus qui ont un problème. Par exemple, je prends le cas de l'abus de confiance. Vous avez donné l'argent pour aller acheter votre voiture à Lomé. Et celui qui a pris l'argent, au lieu d'aller acheter la voiture, a détourné ça. Mais vous portez plainte, on engage les poursuites contre lui. Et finalement, il reconnaît et il dit qu'il va rembourser. La totalité de la somme. Il va rembourser la totalité ou il n'a pas la totalité au moment où il est devant le procureur, mais il a plus de la moitié, mais il prend l'engagement avec vous que le reste il va payer sur 2 ou 3 mois. Si vous acceptez, le procureur va constater votre accord sur PV et il va classer l'affaire. Donc ça évite un procès et ça vous permet de continuer donc à vous parler, comme vous l'avez tantôt dit. Alors que s'il y a un procès, peut-être que c'est fini, on va le condamner à vous payer donc votre argent. Vous avez une décision, après il faut courir derrière un huissier de justice pour l'exécuter. Vous avez une décision mais vous n'avez pas votre argent. Alors qu'ici, avec la médiation pénale, vous avez au moins la chance d'avoir votre argent parce que vous êtes entendu. Voilà. La convention judiciaire, c'est une procédure qui intéresse les sociétés, les personnes morales. Et donc, c'est le même mécanisme que la composition. D'accord. Voilà. Et les peines de travaux d'intérêt général participent aussi au désengorgement donc, des prisons. Ça fait partie des mécanismes nouveaux. On travaille à ce qu'on envoie moins de personnes en prison et qu'ils soient condamnés à des peines d'intérêt général. Ils participent aux travaux d'intérêt général. Ça apporte une plus-value donc à l'État que de les envoyer en prison. Merci beaucoup. Et parlant toujours donc de ces alternatives, ça veut dire concrètement que quelqu'un peut venir dans votre bureau et rembourser de l'argent pour éviter un procès. Si les parties s'entendent, parce que si les parties ne s'entendent pas, on est obligé de poursuivre. Si c'est une infraction où il n'y a pas de victime, c'est l'État, parce que je vous ai dit tantôt que le procureur représente la société. Pour poursuivre les uns et les autres qui ont causé un trouble à la société et réparer le trouble,
on vous engage de poursuite et on vous punit pour le trouble que vous avez causé. Mais vous pouvez évidemment donc créer un trouble à la société, mais il n'y a pas de victime comme ça. Et dans ces conditions, nous allons vous condamner par exemple à payer une peine d'amende. Comme ça, vous allez réfléchir par 2 fois de commettre demain une autre infraction. Par exemple, très souvent, j'ai dit, ceux qui font des infractions de route, de la circulation, très souvent, je peux demander qu'on les renvoie, par exemple, à la police municipale ou à la police, pour qu'ils contribuent avec le VADS à faire réguler la circulation, parce que bon, ça va l'amener à réfléchir, mais ça donne des leçons aux autres aussi. Ah oui. Voilà. Vous avez parlé de Faso Boukaoré tout à l'heure, notamment cette justice alternative aussi. Est-ce que la justice traditionnelle, en fait, la justice aura un œil aussi sur ces tribunaux? Je vais parler des tribunaux de Faso Boukaoré. Faso Boukaoré, c'est rapprocher davantage la justice de la population, mais en intégrant donc nos valeurs sociétales. Comme je dis, les valeurs, parce que les valeurs chez le Gouroussi ne sont pas les mêmes chez les Bissa. La façon de régler les conflits ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que Faso Boukaoré tiendra toujours compte donc, des us et coutumes de chaque population. Ça permet de résoudre des problèmes. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas d'avoir une décision de justice, mais le défi le plus grand, c'est d'exécuter cette décision de justice. Il y a des décisions de justice qui ne pourront pas être exécutées parce que voilà, la population, par exemple, peut s'opposer. Alors que Faso Boukaoré peut permettre de résoudre des problèmes de ce genre en amenant les gens vers la conciliation. On s'entend, la médiation permet donc de se réconcilier et de trouver une solution. Parce que Faso Boukaoré ne décide pas, en fait, décide en équité. Alors que la justice traditionnelle, en fait, la justice telle que nous la vivons, on dit qu'il a raison, l'autre a tort, l'autre a raison, telle personne a tort. Faso Boukaoré essaie d'avoir une certaine équité. Voilà. En dehors de la matière administrative, Faso Boukaoré ne va pas intervenir, elle intervient dans tous les domaines. Matière civile, en matière foncière, en matière pénale. Voilà. Il faut comprendre qu'en matière pénale, s'ils sont saisis donc de dossier en matière pénale, ils doivent aviser le procureur du Faso. Donc, ça veut dire qu'il y a des limites. Il y a des limites. Il ne peut pas gérer des procédures pénales sans informer le procureur, parce que le procureur du Faso peut estimer que tel dossier ne peut pas être géré à leur niveau. Voilà. Comme le procureur peut être saisi de procédures et il estime que la procédure sera, la gestion sera plus efficace si il saisissait tel chef coutumier de tel village pour qu'il mette en œuvre donc Faso Boukaoré. Okay. Voilà. Donc en matière pénale, c'est un peu encadré. Et parmi donc les facilités, il y a aujourd'hui dans les tribunaux, on a la possibilité du moins de demander des services en ligne. Il y a par exemple e-casier, e-certificat. Est-ce qu'il y a de l'engouement aussi sur ces services-là? Bon, de ce que j'entends, il y a de l'engouement. C'est beaucoup plus facile si vous maîtrisez donc la plateforme de demander un casier que de se déplacer au palais. Voilà. Je crois que le ministre l'évoquait il n'y a pas très longtemps, la façon dont on doit vulgariser ça.
rapprocher donc davantage la pratique des demandes des e-casiers et des e-certificats, comment amener la population à pouvoir s'approprier ces outils-là. Parce que une chose c'est d'avoir ces plateformes, l'autre c'est d'amener la population à y adhérer. Et est-ce que la population saura manipuler? Il faut une certaine formation. Au besoin, est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer des kiosques, des points où les gens peuvent aller contre paiement même de quelques pièces pour pouvoir initier donc ces demandes-là en ligne. Pour les gens qui maîtrisent. Voilà. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit d'un justiciable, d'un citoyen qui hésite encore à contacter la justice pour certains dossiers? L'anecdote, c'est que ce matin, je me suis levé et que mon épouse me dit, elle me regarde et puis elle dit, voilà, elle est allée dans un marché, quelqu'un qu'elle connaît depuis, je sais pas, elle est partie pour une réparation et puis voilà. Il commence à parler d'un dossier dans lequel le procureur se serait lié avec les anciens dignitaires pour lui faire du tort. Je crois un dossier de parcelles et ça n'avance pas. Il est sûr que le procureur, les gens, en fait, comme c'est des puissants, ils sont venus voir le procureur et que bon, le procureur s'est allié avec eux pour évidemment ne pas lui donner raison ou compliquer sa vie. Il me demande est-ce que tu connais le procureur? Il dit oui, il connaît bien le procureur. Et il dit c'est la même chose au niveau du guichet unique. Les gens sont allés là-bas. Vous voyez déjà l'esprit. On nous accuse de fois à tort. Et lui a dit le procureur c'est mon mari. Je le connais très bien. Bon, je sais comment il fonctionne au moins. Le directeur de guichet unique, c'était mon ancien patron, donc je le connais également. Est-ce que tu les as approchés? Et puis, voilà. Ce que je fais, la première des choses, c'est l'accueil du justiciable. Il faut quand même, je dis au palais de la justice, comme à l'hôpital, si vous trouvez quelqu'un qui vous écoute, vous êtes à moitié guéri. Donc, bien accueillir les justiciables est pour moi essentiel. C'est pour ça que je reçois pratiquement tous les jours dans mon bureau, ma porte elle est toujours ouverte, que vous soyez grand ou petit, pour moi il n'y a pas de différence. Vous êtes venu taper à la porte de justice, il faut que quelqu'un ouvre, qu'il vous écoute. Au besoin, je vous dirai, allez-y faire ceci, ressortez, portez votre plainte, ou clairement, si ça ne ressort pas des compétences du procureur, il vous le dira. Mais que les uns et les autres se rassurent que la justice est là pour la population. S'il n'y avait pas de population, il n'y aurait pas de juges, il n'y aurait pas de magistrats. Et donc nous sommes à leur écoute. Nous travaillons à avoir une meilleure transparence et à être beaucoup plus accessible et très proche donc, de la population. Donc n'hésitez pas à saisir donc, la justice. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes. On a évoqué le Faso Boukoré, on a évoqué les mesures alternatives à l'emprisonnement, on a évoqué le TIG. Donc, ce sont des voies qui nous permettent donc d'avoir une justice beaucoup plus sereine, une justice accélérée, une justice proche du peuple. Voilà. Bon, même Dieu, on le critique. C'est pour ça que dans tous les pays du monde, quand on parle de justice, c'est l'institution la plus dévoyée, qui n'est pas comprise, qui est un peu critiquée. Mais je crois que nous travaillons à ce que les choses se passent très bien. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici pour notre entretien de ce matin. On vous permet un mot de fin néanmoins pour que... En tout cas, merci beaucoup à Savane Télé d'avoir associé donc, le parquet Ouaga 1 donc, à ses activités.
et qui nous permet également donc de faire connaître l'institution judiciaire. Ça nous permet aussi de faire savoir ce que nous faisons et de dire à la population que bon, la justice n'est pas quelque chose à part. Nous sommes dans la société et nous devons suivre la marche. Le président de Faso a tracé une voie et tout le monde doit s'insérer dans cette voie et travailler à ce que les projets engagés par-ci, par-là puissent être des projets vivables, viables et pérennes. Merci beaucoup, procureur. Je rappelle que nous recevions comme invité ce matin le procureur Blaise Bakouli Bazié, procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Et nous allons donc nous dire au revoir ici, fidèles téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve demain, Inch'Allah. Kiss.